Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Sachez tout d'abord que le président de la République est arrivé ce matin à Addis Abeba où il prendra part au 22e sommet de l'Union africaine. À sa descente d'avion, il a été accueilli par des officiels éthiopiens, l'ambassadeur du Mali dans ce pays et une communauté malienne. Ibrahim Boubacar Keïta, avec ses pairs, se retrouve déjà demain en sommet du NEPAD. C'est ce que nous signale notre envoyé spécial Awoy Touré depuis Addis Abeba. Voilà l'arrivée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ce matin à Addis Abeba pour prendre part au 22e sommet de l'Union africaine. À sa descente d'avion, il a été accueilli par les officiels éthiopiens. Nous voyons ces images en ces moments. Voilà le président de la République qui prendra part aux travaux du 22e sommet de l'IA qui s'ouvre jeudi. Mais avant, demain, il retrouve ses pairs sur une rencontre du NEPAD. Le président de la République qui salue ici les corps constitués. Les échos de ce voyage présidentiel avec nos envoyés spéciaux déjà sur place à Addis Abeba. Voilà. 2 semaines après la visite du président de la République du 10 au 12 janvier 2014 en République islamique de Mauritanie, l'un des projets phares assorti des programmes de développement de coopération des deux chefs d'État maliens et mauritaniens relatifs à la création d'une compagnie aérienne Mali-Mauritanie-Niger a réuni depuis 2 jours dans la capitale mauritanienne les ministres en charge des transports du Mali, Niger et Mauritanie. Ils ont signé le lundi 27 janvier 2014, c'est-à-dire hier, un accord tripartite entre les 3 États pour la création de cette compagnie. Un chronogramme est désormais en place pour concrétiser cet important projet sous-régional. Si le premier vol de cette compagnie n'est pas encore effectif, il est incontestable que la dynamisation de la coopération Mali-Mauritanie a pris son envol avec escale au Niger pour une meilleure intégration sous-régionale. Je vous le disais en titre, les députés ont voté aujourd'hui le projet du règlement intérieur du Parlement. Le texte sera transmis à la Cour constitutionnelle pour avis avant d'entrer en vigueur. Les élus de la nation n'ont pas approuvé la création d'un poste de 3e questeur. On note aussi une évolution de taille dans le nouveau contexte. Le nombre de députés requis pour la formation d'un groupe parlementaire passe de 5 à 10. L'opposition, qui a voté contre le projet du règlement intérieur, remet en cause la procédure du vote. Mohamed Diarra. Après 4 heures de débat et de controverses, les députés adoptent le projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale avec 124 voix pour, 2 contre et 4 abstentions. Un vote qui intervient après le travail d'une commission ad hoc composée des représentants de toutes les formations politiques présentes au Parlement. La commission a apporté une quinzaine d'amendements au règlement antérieur. Avant, la taille du groupe parlementaire était de 5. On a relevé un peu ce groupe, on l'a amené à 10. Et pour des raisons évidentes, parce que quand vous voyez l'émiettement du politique au niveau du Mali, on a encore plus de 100, 150, 100, je ne sais pas, le nombre de partis. Donc on dit qu'il faudrait vraiment que les gens, selon les sensibilités, de plus en plus que les gens se regroupent pour faire vraiment des entités vraiment assez fortes. C'est un peu pour renforcer cette démocratie qu'on a bien voulu quand même relever le nombre à 10. Nous avons introduit de nouveaux articles. Ça, c'est pour permettre à l'Assemblée nationale, d'outiller l'Assemblée nationale de pouvoir mieux contrôler l'exécutif. C'est pourquoi on a même mis, par exemple, les questions d'actualité. L'opposition remet en cause la procédure du vote et va même plus loin. Moi, je suis très désolé de la façon dont les débats se sont passés. Il n'y a pas eu de débat. Il y a eu un dictat de la majorité, nous empêche de débattre. Je pense que si c'est ça l'Assemblée nationale, ce serait dommage. Je crois que nous sommes de bonne foi, nous avons voulu discuter, mais malheureusement la tournure des choses ne me disent pas quelque chose qui vaille demain. Il n'y a pas eu de dictat. Il y a eu vraiment un débat. Il y a eu un débat très intéressant, très houleux.
au niveau d'abord des commissions. Ensuite, il y a eu ce débat a été encore transporté au niveau de chaque groupe parlementaire. Pour l'instant, on ne peut pas parler de groupe parlementaire, mais on peut parler de sensibilité politique. On a transporté ça au niveau de chaque sensibilité politique. Je crois au niveau de l'URD, il y a eu ces débats. Ensuite, ils sont revenus nous voir. On a même tenu compte à la dernière minute de leur observation. Au sein des échanges, la création d'un poste de troisième questeur au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, une exigence de l'opposition. L'opposition ne peut pas être juge et parti à la fois. On a ce que l'opposition n'est pas. C'est que la commission de contrôle est réservée à l'opposition. Elle ne peut pas en même temps être le président de cette commission qui est chargé de contrôler la gestion interne de l'Assemblée nationale et gérer en même temps la question. C'est d'autant plus clair que l'opposition d'abord est membre du bureau et c'est le bureau qui gère. L'opposition est dans les vice-présidences, l'opposition est dans les secrétaires parlementaires. Pourquoi vous voulez que l'opposition ne soit pas dans la question? Et l'expérience que nous avons, ceux qui ont mis en fait, qui ont eu cette idée de partage, de faire représenter toutes les sensibilités politiques au niveau des échelons de décision du Parlement, ont vu juste. Autre amendement apporté au règlement intérieur, c'est la configuration du bureau de l'Assemblée nationale qui change. Il comprendra 8 vice-présidents et autant de secrétaires parlementaires contre 10 pour la dernière législature. Avant d'entrer en vigueur, ce règlement intérieur sera transmis à la Cour constitutionnelle pour avis. En tout cas, cette séance plénière annonce la couleur d'un parlement de contradiction, l'une des exigences du jeu démocratique. Autre grand titre de cette édition, signature de la convention relative au financement de la composante du programme d'appui à la croissance économique et promotion de l'emploi. D'un montant global de 27 milliards de francs CFA, le programme vise essentiellement à soutenir les entreprises maliennes évoluant dans le secteur privé. Le document paraphé ce matin porte sur 11 milliards de francs CFA. Le financement est apporté par le Royaume du Danemark. La signature de convention s'est effectuée entre l'ambassadeur et le président du Conseil national du patronat. Compte rendu, Nyanya Aliou Traoré. Coup de main franche par là, accolade par-ci et véritable discussion engagée, tout montrait que les patrons du Mali se réunissaient pour une bonne cause. Il s'agissait de la signature de convention première phase du programme d'appui à la croissance économique et promotion de l'emploi. Financé à hauteur de 11 milliards de francs CFA par le Royaume du Danemark, la première composante du dit programme se fixe un certain nombre d'objectifs. Contribuer au développement des entreprises par le financement du secteur privé, renforcer l'environnement favorable du développement des chaînes de valeur. Il développera notamment 2 fonds à coût partagé, un fonds d'appui conseil, un fonds d'appui aux investissements qui sera complémentaire des financements bancaires obtenus par les entreprises. Le programme connu sous le nom de PACEP touchera les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako durant 5 ans. Sa mise en œuvre vise à promouvoir une croissance économique inclusive et distributive du secteur privé, d'où l'engouement du donateur. Au sortir de la profonde crise que le Mali a traversée en 2012 et 2013, le développement du secteur privé devient une condition nécessaire à une émergence économique et à la stabilité même du pays. Le secteur privé a besoin d'un secteur public compétent et motivé. C'est pourquoi l'ambassade de Danemark partage pleinement la vision du président et du gouvernement. Très satisfaits de ce partenariat public-privé PTF, les ministres présents à la cérémonie n'ont pas manqué de lancer un appel aux bénéficiaires. Je lance un appel à tous les gens du secteur privé de se mobiliser, de pouvoir utiliser cet argent-là à bon escient dans des projets pour créer de l'emploi, permettre un développement de leurs propres entreprises. Quant à la présidente de l'association des femmes entrepreneurs, elle en appelle au sens de responsabilité des femmes, une couche très prise en compte dans le programme. Il va falloir que nous comprenions que c'est une facilité qui nous est offerte, même si ce ne sont pas des subventions à 100%. Donc les projets qui doivent être présentés doivent être des projets vraiment bien mûris, bien ficelés. À noter que le comité du patronat affilié au programme travaille en ce moment même sur les conditions d'acquisition du financement. Rappelons que le coût global du PACEP est d'un montant de 27 milliards de francs CFA et il s'étale sur 3 phases.
Partenariat toujours, le chef de la délégation européenne au Mali a tenu ce matin une conférence de presse. Richard Zink a expliqué aux journalistes le bilan de l'organisation dans notre pays en 2013. Il a saisi cette occasion pour dévoiler les priorités pour 2014, compte rendu Garibou Pérou. Très attendu par la presse, le chef de la délégation de l'Union européenne est enfin arrivé avec un bilan très positif de la contribution de son institution. L'appui de l'Union européenne au Mali en 2013 a atteint environ 200 milliards de francs CFA. Cet appui ne tient pas en compte les engagements des États membres de l'Union européenne. C'est le plus important décaissement jamais réalisé parmi les pays partenaires selon les conférenciers. En termes de priorités et perspectives, l'ambassadeur dira que son organisation supportera tous les efforts de réforme de l'État pour la prospérité de notre pays. Notre engagement, c'est parce qu'on souhaite un Mali prospère. Que Mali prospère, ça fait les Maliens heureux. Et je crois que si on a un bon succès aujourd'hui, c'est le travail des UTM. Près de 450 militaires européens ont formé 3 bataillons, soit au total 2400 militaires maliens dans le domaine de la sécurité. La formation du 4e bataillon est en cours. 170 véhicules 4x4 et d'autres moyens logistiques importants ont été mis à la disposition de notre pays. Le UTM, selon son commandant, le général Bruno Gubert, va poursuivre ses missions au Mali pour atteindre les 8 bataillons d'ici mai 2016. Notre objectif, c'est bien de travailler avec l'armée malienne, au profit de l'armée malienne, pour lui permettre de retrouver ses pleines capacités. Aujourd'hui, nous avons formé 3 bataillons. Le premier d'entre eux, Ouaraba, a été désengagé il y a une quinzaine de jours pour une pause opérationnelle de quelques mois avant d'être à nouveau réengagé. Le 2e bataillon qui a été formé, Elou, et le 3e bataillon, Sigui. Le 4e bataillon, Balanzan, est en cours de formation et les résultats sont très encourageants pour ce bataillon. Richard Zeng s'est apaisanti sur l'accord de Ouaga dont l'Union européenne est co-signataire. Selon lui, c'est cet accord qui a permis la tenue des élections, mais également a confirmé les principes de laïcité et d'intégrité nationale. C'est pourquoi le chef de la délégation de l'Union européenne a pris en compte la dimension régionale comme élément indispensable à la solution pour la paix et la sécurité. Enfin, pour la programmation du 11e fête de 400 milliards de francs CFA sont prévus pour le Mali dans le cadre de la coopération et du développement social et économique de notre pays. Dr Doulaye Sako, sacré médaille d'or du TRACOM le 12 mai 2013 à Paris, a été reçu aujourd'hui par le ministre de la Santé et de la distinction au premier responsable du département de la Santé. Reportage Fademba Keïta. Cette 61e médaille d'or du TRACOM que présente le récipiendaire au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est décernée par la Ligue internationale contre le TRACOM. Elle récompense chaque année le mérite d'un professionnel de santé qui s'est fait distinguer par la qualité de son travail dans le domaine de la santé oculaire des populations. Je me suis consacré d'abord au développement des ressources humaines, des infrastructures et des équipements, comme l'a dit également, pour la lutte contre la cécité dans les pays en développement et surtout pour l'élaboration de stratégies à un rapport coût-efficacité abordable et bon pour les pays en développement. Je ne me suis pas du tout senti méritant de cette médaille-là. Le méritant, c'est celui de Oudjoubi Diagnan qui est en train de faire la distribution de l'azithromycine. C'est celui de Dinangourou qui est en train de faire l'opération de trichiasis. Cet exploit du créateur du programme national de lutte contre la cécité au Mali honore non seulement son service, l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique IOTA, mais aussi tout le corps médical. Les mots me manquent pour vraiment exprimer toute mon émotion face à cette distinction. Maintenant, nous avons une grande charge. Ça veut dire, quand on est honoré, ça veut dire qu'il faut garder le cap de l'excellence. Je voudrais aussi remercier tous les collaborateurs du Dr Sako qui ont certainement contribué à créer autour de lui un climat favorable au bon déroulement de son travail. Souhaitant aussi que le cas de Dr Sako puisse servir d'exemple pour les générations montantes. Pour mémoire, retenez que le Japon a été le premier pays à enlever en 1953 cette prestigieuse distinction. Dans l'espace CEDEAO, 4 pays se sont vus décerner cette médaille. Le Sénégal en 1991, le Ghana en 2007, le Niger en 2008 et le Mali en 2013.
Toujours dans le registre de la santé, lancement officiel ce matin de la 2e édition de la Semaine nationale des médecins du Mali. Le thème choisi pour cette édition est problématique de la formation médicale. Compte rendu, Lamine Keïta. Il a choisi le thème problématique de la formation médicale au Mali pour mettre l'accent sur l'importance de la formation continue pour les agents de santé. Pendant une semaine, nous convierons tous les médecins à participer pleinement aux différentes activités dont le programme a été décliné et en 3 événements essentiels. À l'affiche de la conférence d'aujourd'hui, nos éminents experts traiteront de la problématique ouverte de la formation médicale au Mali dans ses approches humaines, institutionnelles, juridiques, académiques, infrastructurelles et pédagogiques. Vous constatez ici qu'il s'agit d'une semaine à la fois académique, professionnelle, humanitaire, et récréative et de reconnaissance du mérite. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est réjoui du choix de ce thème qui est en parfaite harmonie avec la vision du département. Le thème de la conférence inaugurale sur la problématique de la formation médicale au Mali est pertinent et d'actualité. Il se situe au centre des préoccupations de notre département. Je demeure persuadé que de vos débats sortiront des recommandations qui permettront au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi qu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de cerner davantage la question des ressources humaines dans toutes ses dimensions. Durant cette semaine, du 28 janvier au 1er février 2014, plusieurs activités seront au programme. Conférences, débats, consultations gratuites, remise d'attestations. Après les médecins, intéressons-nous maintenant aux personnes âgées. Le Conseil national des personnes âgées, justement, lance sa campagne de soins ophtalmologiques à travers le programme national de lutte contre la cécité. Près de 2000 personnes pourraient bénéficier de ces soins. Adama Koulibaly. Le choix du cadre de l'Union malienne des aveugles, UMAV, pour le lancement des tournées ophtalmologiques 2014 du Conseil national des personnes âgées a pour objectif de faire bénéficier les élèves et les encadreurs du centre des soins. En plus de ceci, des malades d'autres localités comme Gao, Douanzan, Konna et Djéné pourront recevoir les médecins ophtalmologues du 28 janvier au 21 avril 2014. 2400 personnes seront consultées et il est prévu d'effectuer 800 chirurgies de la cataracte. Pour cette opération, le Conseil national des personnes âgées est accompagné par la Fondation Orange avec du matériel de 40 millions de francs CFA de valeur. Une occasion pour les responsables du département des actions sociales et humanitaires et les bénéficiaires de saluer la Fondation Orange Mali pour son geste de générosité. Pour être tout à fait complet, le bureau exécutif du Conseil national des personnes âgées du Mali, en collaboration avec le Conseil national de l'ordre des médecins, a le plaisir d'informer les personnes âgées et toute la population du district de Bamako et environnant qu'il organise en leur faveur des consultations gratuites de dépistage du diabète et de médecine générale les 30 et 31 janvier 2014 à la maison des aînés à partir de 8 heures. Les personnes intéressées par le présent communiqué sont priées de se présenter à la maison des aînés aux dates et heures indiquées plus haut. En 5e région, renforcer la mobilisation communautaire pour une grande implication des autorités administratives, communales et sanitaires pour un changement de comportement en faveur des bonnes pratiques en matière d'alimentation, du nourrisson et du jeune enfant, en eau et l'hygiène, l'assainissement. Tel est l'objectif du cadre de concertation qui vient de se tenir dans la Venise malienne et c'est Aminata Touré qui nous en parle. C'est pour consolider les acquis au niveau cercle pour l'implication, l'adhésion et l'appropriation du programme que l'ONG Yaptou, en collaboration avec le Centre de santé de référence et le Service de développement social et de l'économie solidaire de Banyangara, a organisé ce cadre de concertation entre les acteurs de nutrition, eau, hygiène, assainissement, les autorités administratives et communales sur les activités du dit projet. Ça a été un lieu de plaidoyer à l'endroit de nos autorités administratives et communales, et surtout leur implication donc, dans la prise en charge de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et surtout la disponibilité des points d'eau au niveau des structures de santé communautaire.
Pour répondre efficacement aux problèmes de la malnutrition, de l'eau, hygiène, assainissement, il faut résolument aller vers une synergie d'action de tous les acteurs, une implication des autorités administratives et communales qui permettent d'engager de façon coordonnée et rigoureuse le suivi et l'évaluation des actions de nutrition, eau, hygiène, assainissement. Pour notre part, nous nous engageons à apporter tout notre soutien au combat pour l'amélioration de la situation nutritionnelle et l'accès à l'eau, hygiène, assainissement de la population du cercle de Bandiagara. À l'issue des travaux, certaines recommandations ont été formulées, parmi lesquelles l'implication des leaders communautaires par rapport à la référence des enfants dépistés malnutris des villages au niveau des structures de prise en charge, l'implication des ASACO sur les intrants de prise en charge de la malnutrition aiguë des CCRF vers les CESCOM. Le monde des animaux, à présent, la première édition de la semaine du pigeon Sékouli s'est ouverte ce matin au Palais de la Culture de Bamako. L'événement vise à promouvoir cette race d'oiseaux. Reportage Abdraman Maïga. À cette première édition, plus d'une quinzaine de stands sont mis en place. Ici, il y a plusieurs espèces de volailles. Parmi elles, Sékouli. Entendez par là une variété de pigeons importés par le général Sékouli lors d'une de ses visites à l'extérieur. En initiant la présente exposition, la coopérative des colombiculteurs et aviculteurs du Mali veut faire connaître au public bamakois cette variété d'oiseaux et à travers elle rendre un hommage mérité au général Sékouli. Le pigeon même mérite vraiment cette attention et davantage encore si nous n'oublions pas que cet oiseau a été l'un des premiers compagnons de l'homme. Car beaucoup de rois, en son temps, et même les armées, avaient leurs pigeonniers avec lesquels ils se déplaçaient. Ce premier rendez-vous permet également aux élèves et aux professionnels du secteur d'échanger sur cette variété d'oiseaux tout en approfondissant leurs connaissances dans le domaine de l'élevage. Il convient de vous rappeler que la colombiculture est un secteur pourvoyeur d'emplois et générateur de revenus. Elle permet également d'améliorer les besoins alimentaires de nos populations et contribuer ainsi à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire, ainsi qu'à la bonne nutrition de notre population. Pour donner un cachet particulier à l'événement, de nombreux éleveurs se sont joints à l'initiative. C'est pourquoi, dans certains stands, on pouvait voir entre autres des chiens dressés, des chameaux et autres variétés de volailles. Un beau monde. Plus de 346 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2014 de l'agence malienne de radioprotection AMRAP. Ce projet a été soumis aux administrateurs lors de la 9e session du conseil d'administration de la structure pour validation Mamourou Sidibé. Les administrateurs de cette 9e session ordinaire de l'agence malienne de radioprotection AMRAP useront de leur expertise et leur expérience pour finaliser les documents qui leur sont soumis. C'est là en vue de promouvoir le développement de la radioprotection au Mali. Au cours de la présente session, nous aurons à délibérer entre autres sur les points suivants. Examen et adoption du procès verbal de la précédente session. Examen et approbation du rapport d'activité technique 2013. Examen et approbation du rapport financier 2013. Examen et approbation du programme d'activité 2014. Et enfin, examen et approbation du budget prévisionnel de 2014. Au regard des grandes ambitions qu'elle affiche, le budget prévisionnel 2014 de l'agence est arrêté en recettes et en dépenses à 346 518 000 francs CFA contre un peu plus de 285 millions de francs CFA en 2013. Cette année, nous voulons axer nos activités surtout sur la sensibilisation et l'information. Comme vous le savez, nous existons il y a plus d'une douzaine d'années, mais le public malien, les professionnels et même l'administration et les décideurs en général ignorent notre existence, ignorent les missions qui nous sont dévolues. Les gens sont en train d'utiliser les sources radioactives, les générateurs de rayonnement ionisant, sans savoir qu'ils s'exposent à des risques ou à des dangers.
Dans le cadre du renforcement de sa collaboration avec les structures et institutions partenaires en charge de la protection civile, de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité des aliments, l'agence a déjà affiché les couleurs avec le séminaire d'information et de sensibilisation des décideurs tenu la semaine dernière à Bamako. Les élèves de l'école de Djanguinabougou en commune 1 du district de Bamako ont repris le chemin de l'école ce matin. On se rappelle que c'est au cours d'une visite inopinée dans cette école le vendredi dernier que le ministre togolais Jacqueline Marie Nana avait fait le constat que cette école de plus de 600 élèves était fermée depuis l'ouverture des classes par les parents d'élèves suite à un malentendu entre les autorités communales, les comités scolaires, l'administration scolaire et les parents. Après avoir longuement écouté les différents acteurs, le ministre de l'Éducation a exigé l'ouverture immédiate de l'école, ce qui est donc effectif depuis aujourd'hui. Les enfants ont donc retrouvé le sourire tout à fait normal. Mettre l'ensemble des acteurs de la filière gomme arabique au même niveau d'information, tel est l'objectif de la réunion d'information tenue aujourd'hui ici à Bamako. C'est une initiative du département en charge du commerce. Compte rendu, Nando Dambélé. L'organisation de cette réunion est l'achèvement d'un processus entamé depuis 2009 par le ministère du Commerce en collaboration avec le Centre international du commerce et l'Union européenne. La réunion s'inscrit donc dans le cadre d'un partage d'informations entre les partenaires techniques et financiers, les structures techniques de l'administration impliquées et les acteurs de la mise en œuvre du projet. Au cours de la rencontre, les participants ont eu droit à la présentation du premier plan de travail du cadre intégré pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique au Mali. Un plan qui porte entre autres sur l'identification et l'organisation des acteurs aux différents niveaux de la filière, le regroupement des producteurs en organisations communautaires de base. Rappelons que la réunion se tient en prélude du lancement du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique au Mali. La coordination des mouvements et des forces patriotiques de résistance est bel et bien représentative des différents mouvements et groupes d'autodéfense du Nord. Les responsables de la coordination ont tenu à le préciser hier au cours d'une conférence de presse. Nous retrouvons le reportage de Nando Dambélé. L'occupation des régions septentrionales de notre pays en 2012 par les groupes djihadistes armés a donné naissance à plusieurs mouvements et groupes d'autodéfense. Mais à cause de leur nombre croissant, ces mouvements et groupes ont perdu leur efficacité. C'est ainsi qu'est née la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance SEM-FPR. Devant les hommes des médias, les responsables de la coordination ont clairement défini l'objectif de leur structure. Plus jamais on ne ferait cavalier seul. Nous devons inscrire toutes nos actions dans les préoccupations de l'ensemble des communautés pour lesquelles nous sommes mobilisés. Les questions des journalistes ont entre autres porté sur les rapports de la coordination avec le Coren, la gestion de l'après-crise et les différents mouvements qui composent la coordination. L'Association des jeunes pour l'appui au développement de Banamba et le collectif des associations de développement du Sahel occidental ont organisé hier un forum. Cette rencontre avait pour but de débattre des questions qui préoccupent la localité. Envoyé spéciaux à Banamba, Lamine Keïta, Gaussou Touré. Identifier les problèmes de développement, de paix et de sécurité du secteur et trouver des solutions idoines, tel est le but de la démarche entreprise par l'Association des jeunes pour l'appui au développement de Banamba en partenariat avec le collectif des associations de développement du Sahel occidental. Un forum dont l'intérêt se passe de tout commentaire, car sans sécurité et paix, pas de développement. Le forum de Banamba, c'est vraiment l'adhésion de Banamba au collectif des associations pour le développement du Sahel occidental, Kadizou. La réunion a été vraiment très satisfaisante. En quoi? Parce que les responsables du Kadizou ont expliqué clairement leurs objectifs par rapport au développement du Sahel occidental et les populations ont tous présenté leurs préoccupations. Ils ont mis l'accent sur le développement de 4 domaines précis, notamment l'électrification de Banamba, ensuite le désenclavement. Ensuite, ils ont mis l'accent sur le développement du maraîchage. Ces différentes préoccupations, a ajouté également la mare de Banamba.
Pour sa part, le président du collectif des associations de développement du Sahel occidental pense que cette rencontre répond parfaitement aux préoccupations locales. Nous avons quand même perçu différents intervenants qui ont parlé dans le même sens que le préfet pour signaler les développements, j'allais dire, des infrastructures, l'école, la santé et comme partout ailleurs dans le Sahel occidental, les problèmes récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Sortie nombreuse pour la circonstance, la population du cercle de Banamba a exprimé un certain nombre de préoccupations, dont les problèmes d'électricité, d'eau potable, d'éducation et de chômage des jeunes. World Vision vient de mettre 3 salles de classe à la disposition du village de Gouinzana dans le cercle de Kolokani. La réalisation de ces infrastructures a coûté plus de 28 millions de francs CFA, compte rendu Ousmane Koïta. Nous sommes à Gouinzana, un village situé à 7 km de la ville de Kolokani, pour l'inauguration de nouvelles salles de classe. La construction de ces classes vient de soulager la population de ce village quand on sait que les élèves prenaient des cours dans ces bâtiments peu commodes. Nous nous engageons à côté de la collectivité afin que les 3 autres salles soient construites et nous allons demander encore à World Vision de ne pas laisser le soin à la collectivité et aux services techniques et à toute l'administration qu'elle s'engage encore davantage avec nous. C'est la communauté qui a sollicité parce qu'il y avait un besoin. Et nous sommes heureux d'entendre le directeur prendre l'engagement ici de s'occuper désormais de façon convenable de ces locaux. L'infrastructure qui vient d'être inaugurée comprend 3 salles de classe, une direction, toutes équipées. Sa réalisation a coûté à l'ONG World Vision environ 28 300 000 francs CFA, dont 1 250 000 francs CFA de contribution de la communauté. Ces 3 salles de classe s'inscrivent dans la droite ligne des priorités de World Vision qui consiste à la qualité de l'éducation, à la gestion et quelques éléments d'accès. Mais World Vision, en termes de priorité pour l'éducation, d'ici 2015, nous sommes vraiment focalisés sur la qualité de l'éducation. Et les enfants, pour nous, après avoir passé 6 ans dans le cycle fondamental, en 6e année doivent être capables de lire et de comprendre ce qu'ils lisent. La délégation de World Vision a eu droit à une aide d'honneur et au riche patrimoine folklorique de Gouinzana. À suivre après ce journal et magazine sur la visite du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à Doha au Qatar, magazine réalisé par nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré, Dembawan et Brema Kouloubali. Et puis Tombouctou meurtri, un regard sur les stigmates de l'occupation du nord du Mali. C'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage qui sera bientôt dans les librairies et autres coins de lecture. Son auteur, Chirfi Moulay Aïdara, chercheur, parle dans ce livre des douloureux événements intervenus en 2012 dans le nord de notre pays. Devoir de mémoire, un livre à lire absolument avec des images d'illustration. Voilà, un livre à lire absolument. C'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, nous vous remercions de l'avoir suivi. Retrouvez Kayatou Kone demain pour les éditions de 10h et 13h. Je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir. Vous pourrez revoir cette édition sur notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.